Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour mon bilan du mois de février. Tout d'abord, je voulais très sincèrement vous remercier pour l'accueil que vous avez mis sur mon bilan du mois de janvier. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça vous plaise autant, donc bienvenue aux petits nouveaux. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur celle-là si ma chaîne vous plaît, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui regardaient ma chaîne sans être abonnées, qui regardaient mes vidéos sans être abonnées, donc abonnez-vous, ça fait plaisir. On est bientôt 500 sur la chaîne et ça fait trop plaisir. On arrive du coup sur la fin février, enfin aujourd'hui que je filme, nous sommes le 1er mars, je pense que vous l'aurez dans quelques jours, une dizaine de jours peut-être cette vidéo. Mais je vais vous faire le même bilan que je vous ai fait la dernière fois, puisque même si ça a duré un petit peu longtemps, j'étais assez contente du format et ça avait l'air de beaucoup vous plaire. Donc on commence tout de suite. Comme d'habitude, je me munis de mon petit Canva pour vous mettre toutes les informations sur le côté. Comme ça, vous aurez tout de noter. Ce mois-ci, j'ai lu 9 romans. Je suis hyper contente du rythme que j'ai depuis le début. Alors on est loin des 11 romans, enfin pas si loin que ça au final, mais on n'est pas sur les 11 romans du mois dernier. J'ai pas lu de graphique, mais du coup j'ai lu 9 romans, dont des belles bricasses quand même, pour un total de 4631 pages. J'ai lu 4 romans en audio, 3 en numérique et du coup 2 en véritablement papier. Voilà, il y en a où j'ai alterné numérique et papier, mais c'est globalement les différents stades. Ce mois-ci par contre j'ai acheté 8 romans. C'est une catastrophe ce mois de février. Mais vous allez voir, j'ai réussi quand même à stagner ma page, puisque j'ai quand même pas mal lu, mais ça fait un petit peu mal quand même, 8. J'ai eu un abandon d'ailleurs, mais ça je vous en reparlerai pas. Il s'agit d'Histoire éternelle d'Elise Braswell, que j'avais pas du tout envie de lire en fait, et j'ai recommencé les premiers chapitres et ça m'intéressait pas, donc je n'ai pas perdu de temps avec et je l'ai mis de côté. C'est pas un roman qui est fait pour moi, je suis dégoûtée parce que c'était un cadeau de mon copain, mais bon voilà, parfois ça arrive. Et du coup j'ai lu 2 livres hors de ma pile à lire, puisque c'était des lectures communes et ça fait partie des lectures en audio que j'ai lues. J'ai lu 4 genres littéraires différents, j'ai lu du thriller, du contemporain, de la romantasy et de l'historique. Et je suis hyper contente puisque j'ai passé des très bonnes lectures et ma pile à lire a stagné puisque je suis toujours à 49 romans. Donc comme je vous disais, j'ai acheté 8 romans, j'ai acheté Crescent City 3 que j'ai déjà lu, j'ai acheté également La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey que je n'ai pas lu mais je pense que ça ne saurait tarder. Je suis en ce moment même dans La grâce et la gloire qui est le tome 3 de Jennifer Lamontante de Précurseur, donc je suis très contente. J'ai acheté également en 9 Fourth Wing que j'ai déjà lu aussi, donc vous allez voir c'est un début de saga que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai acheté 4 romans en occasion. J'ai acheté In Tenebris qui est le tome 2 de la trilogie du mal de Maxime Chatham. J'avais envie d'acheter des suites de saga et j'ai acheté les tomes 2, 3 et 4 de la saga de Jussi Adler-Olsen. Donc il y a Profanation, Délivrance et Dossier 64. Voilà, Profanation je l'ai déjà lu, il m'en reste 2 et In Tenebris je l'ai pas lu non plus. Donc sur les 8 romans, j'en ai lu 3 et j'en ai un en cours. C'est plutôt pas mal quand même si j'ai un petit peu abusé, mais Vinted m'a tendu les bras. Voilà, je n'y peux rien. Dans les sagas commencées, vous allez voir que je n'en ai commencé qu'une seule, puisque j'ai commencé et je suis directement à jour dans Fourth Wing. Donc c'est la saga The Imperian, un truc comme ça. Imperian, bref. C'est une fantasy avec des dragons, une romantasy avec des dragons. Je vous en parlerai juste après, puisque dans tous les cas, voilà, je l'ai lu ce mois-ci, donc je vous en fais un petit bilan juste après. Et donc, j'ai continué 3 sagas ce mois-ci. Je suis à jour dans Crescent City, même si techniquement, vu la fin de Crescent City 3, je pense que ça peut être une fin de saga. Mais comme elle a annoncé un tome 4, je l'ai mis dans à jour et pas terminé. Mais de base, je crois qu'elle était censée la terminer en 3 tomes. Et je pense qu'avec la hype qu'il y a, elle s'est dit pourquoi pas continuer et surfer sur la hype.
j'ai un petit peu peur, même si c'est pas pour tout de suite. Je pense que ça va mettre au moins 2 ans pour sortir, encore une fois. Ce n'est pas dans ses priorités. Mais du coup, je suis au moins à jour. J'ai lu le tome 2 du coup du département 5, non, du département V, c'est pas du tout département 5, c'est département V de Jussi Adler-Olsen. Donc j'ai lu Profanation. Et j'ai lu le tome 1 de l'âme du mal. C'est pas dans mes sagas commencées puisque j'avais déjà lu le préquel il y a quelques mois. Et donc là j'ai lu le tome 1. Donc voilà à peu près pour mes différentes stats. Et on va commencer tout de suite avec mes updates lecture. Puisqu'il y en a quand même pas mal. J'en ai 9 à vous présenter comme je vous l'ai déjà dit. Et on va commencer par les 2 que j'ai lus lors de la lecture commune de Flowfly, donc de Floris. Il avait proposé 2 lectures pour son cabinet de lecture. Et j'ai lu les 2. Le premier, il s'agit de À l'Ouest, rien de nouveau de Erich Maria Remarque, qui est un Allemand, un écrivain allemand qui a été censuré d'ailleurs pour son écrit et pour ses autres écrits, je pense. Il y a une préface d'ailleurs qui parle de ce roman-là et du fait qu'il ait été censuré, il a dû s'exiler, bref, ça a été très compliqué, puisqu'il dénonce complètement le régime allemand dans cette histoire. Il se met dans la peau d'un soldat lors de la Première Guerre mondiale, donc c'est vraiment une histoire de témoignage romanesque un petit peu. Alors moi ce qui m'a un peu plus dérangé c'est le format qui est pas forcément pour moi, c'est pas assez romancé et du coup c'est un peu un enchaînement d'expérience et de tout ce qu'ils vivent, même si c'est hyper poignant, c'est une histoire hyper poignante puisque du coup on suit un soldat dans les tranchées allemandes, du côté allemand, lors de la Première Guerre mondiale. Et donc on va parler de tout, on va parler des morts, des permissions qu'il a pour revoir sa famille, de la condition dans laquelle ils vivent, du peu de manger qu'ils ont et du fait qu'ils ont un peu plus à manger dès que il y a des soldats qui décèdent, de ses amis qui perdent. Bref, c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est un roman qui est assez touchant, c'est un témoignage qui est assez touchant. Moi je l'ai écouté en audio, il est assez court quand même, mais il m'a manqué pas mal de petits trucs pour que je m'y attache complètement, et je pense vraiment que c'est pas assez romancé. Pourtant on est quand même dans le jeu, donc on peut se mettre à la place de ce personnage là, mais voilà, je pense que c'est plus le format qui ne m'a pas plu plutôt que l'histoire en elle-même. Voilà, on peut pas juger l'histoire sur la Première Guerre mondiale, et je trouvais ça hyper intéressant de se mettre du côté justement d'un soldat, parce que on a une toute autre dimension de ce conflit et de cette guerre, et je trouve bien les choses qui ont été dites et que je trouve que c'est juste, et voilà, je peux que vous recommander. Ça a fait que des coups de cœur, peut-être pas des coups de cœur, mais des très bonnes lectures hyper touchantes et tout. Moi je pense que c'est vraiment le format et peut-être la façon de faire ou vraiment le contexte totalement en lui-même. Je pense que c'est plus le format qui m'a détaché un petit peu de ce roman et qui m'a pas permis de me plonger complètement, mais c'est quand même une très bonne lecture qui va quand même un petit peu me marquer quand même. La deuxième lecture commune, et celle-là je crois que c'était la lecture commune officielle de Floris, il s'agissait du liseur de Bernard Schlink, et on suit l'histoire d'un jeune homme qui à un moment donné n'est plus scolarisé parce qu'il chope la jaunisse ou un truc comme ça, bref il est malade, donc il est plus scolarisé, et au détour d'une rue il va rencontrer une femme. Donc le jeune homme est quand même très jeune, il a 15 ans je pense. Donc le jeune homme il s'appelle Michael, et il est en 3ème, donc il a même pas 15 ans je pense. Il doit avoir, dans ces eaux-là, 14-15 ans peut-être. Et donc il va rencontrer Anna, qui est une jeune femme qui travaille dans les tramways ou dans les trains. Elle a 35 ans, et ils vont avoir une relation amoureuse. Voilà, donc on a ce côté-là assez froid où on va vivre cette relation, et cette jeune femme, du jour au lendemain, sans prévenir personne, elle va disparaître. Elle va pas prévenir Michael ni rien. Donc lui il va se retrouver à vouloir la voir et à ne plus aller chez elle, où tout a disparu. Personne n'a de nouvelles d'elle, ne sait exactement où elle est. Et quelques années plus tard, pas mal d'années plus tard, il est étudiant
en droit. Il est étudiant en droit et il va participer pour ses études à plusieurs procès. Et dans ces procès, il y a un procès où Anna est une des coupables, une des personnes incriminées pour des faits de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Puisque encore une fois je crois qu'on est en Allemagne, donc voilà, pour des faits pendant la Seconde Guerre mondiale, et en fait je m'attendais pas du tout à ça. Alors je savais qu'il la retrouvait une fois pour le procès, mais je pensais que c'était un peu comme Ma sombre Vanessa, où il va être jugé, où elle va être jugée pour ses abus sexuels sur mineurs quand même, ses agressions sexuelles sur mineurs, et en fait pas du tout, elle est jugée sur quelque chose de complètement différent, et j'avoue que ça m'a pas mal décontenancée, puisque du coup on parle d'un tout autre sujet. J'ai pas trop envie de vous dire en long, en large, en travers de quoi il s'agit, je préfère vous garder la surprise, mais il faut savoir que du coup on va pas traiter de la relation sexuelle qu'il y avait eu avec un mineur ni rien. Et on va partir sur un autre axe qui est un peu plus touchant, qui est un peu plus dur, je trouve, puisqu'il y a des faits racontés qui sont durs, des éléments de ce procès qui sont pas faciles. Il y a encore un autre aspect qu'on ne voit pas forcément, en fait, qui sont parsemés par-ci par-là. Alors ne lisez pas les résumés puisque ça vous spoilerait justement ce petit aspect d'Anna qui est parsemé par-ci par-là, mais je trouve qu'il est plutôt bien amené, même si je trouve que ça incrimine un peu trop, enfin que ça la dédouane un peu trop de ce qu'elle a fait et de tout ce qu'elle a fait dans sa globalité, que ce soit le procès ou soit la relation avec Michael. Et en fait j'étais très intéressée par ce livre puisque on suivait justement des agressions sexuelles sur mineurs d'un point de vue différent. D'habitude c'est toujours une jeune femme avec un jeune homme, et là au contraire c'est l'inverse, et je voulais voir comment c'était traité. Alors même si l'écriture est hyper froide, je trouve que c'est pas traité, et je trouve que les ressentis ne sont pas les mêmes que lorsque en temps normal en temps normal, dans les livres en tout cas, avec Lolita, Ma sombre Vanessa et tout, c'est un vieil homme avec une jeune femme. Je trouve que ça fait moins ce côté morbide, et je trouve que du coup c'est moins remis en question. On a l'impression que c'est plus la normalité, alors que pas du tout, ça reste une agression, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais c'est traité hyper bizarrement. Je trouve que le fait que c'est traité, c'est un sujet qui est traité, mais pour moi pas assez, ça va pas assez dans... Je pense qu'il est pas assez long, et du coup ça va pas assez dans le cheminement de pensée de est-ce que c'était vraiment une relation amoureuse, ou est-ce que je suis une victime. Et autant dans Ma sombre Vanessa on a tout ce cheminement, autant je trouvais que c'était que c'était un peu trop rapide pour celui-ci. Il a été adapté en film avec Kate Winslet et j'ai très hâte de le découvrir. Et c'est vrai que le titre du liseur fait tout son sens avec les différents points qu'on le sait. Et l'histoire en elle-même, je trouve que le titre est hyper bien trouvé. Mais je trouve que la pédophilie ou ce côté-là en fait de relation sexuelle avec un mineur et pas assez exploité, et du coup j'ai été un petit peu déçue. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à vraiment avoir une relation à Ma sombre Vanessa, mais dans le sens inverse, et voir comment c'était traité, parce que c'était une femme plus âgée, et je trouve que c'est un peu trop ok, il s'est passé ça, ok c'était pas bien, mais c'est tout quoi. Et ouais, j'ai été un petit peu déçue quand même si j'ai bien aimé ce roman, j'ai été un chouïa déçue pour ce côté-là. D'ailleurs, du coup, si vous avez des livres traitant un peu de ces sujets-là, je suis très preneuse. De toute façon, déjà les true crime, j'ai envie d'en lire de plus en plus, mais les romans sur les abus sexuels comme ça me chamboule à chaque fois, et j'ai très envie d'en découvrir d'autres. Donc je vous laisse me faire vos petites recommandations. On va passer au livre physique que j'ai, et le premier roman que j'ai lu, il s'agit de Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. J'ai réussi à le dire, donc aux éditions Charleston. C'est le premier roman de l'autrice, je crois, qui a été édité. Je
crois pas que ce soit son premier vraiment écrit, mais je crois que c'est le premier qui a été édité. Et il me faisait très envie, je l'avais acheté sur une aire d'autoroute pour 6 €. Ça faisait très longtemps que je voulais me l'acheter, surtout en grand format chez Charleston. Mais bon, 22,50 € pour un petit roman comme ça, franchement, et écrit assez gros, aéré et tout, ça me faisait un petit peu mal. Donc 6 € ça me va très bien. Dans cette histoire a d'ailleurs été adaptée sur Amazon Prime et j'ai très envie de découvrir cette série. J'ai beaucoup aimé ce roman et je comprends un peu pourquoi il a eu toute cette hype. Dans cette histoire, donc déjà ce roman est construit d'une manière assez particulière puisqu'il s'agit de... c'est sous format d'interview. Alors moi je pensais que c'était vraiment une interview genre question-réponse et en fait c'est pas du tout une question-réponse, c'est vraiment comme dans un documentaire en fait. On a l'impression d'être dans un documentaire où les différentes personnes vont raconter des moments de leur histoire, de ce qui crée cette histoire et ça va être que ça en fait, ça va être que ah bah oui mais Billy faisait ça, patati tatata, et ensuite il y a Billy qui dit oui mais du coup à ce moment là bah Daisy elle faisait ça, elle était comme ça, on a eu cette relation ou pas, enfin bref je dis n'importe quoi hein. Mais vous voyez, c'est vraiment pas un question-réponse, c'est juste plein d'anecdotes qui sont dites et qui forment ce roman-là. Je trouve ça hyper bien puisqu'on a énormément de points de vue en très peu de temps, c'est vraiment alterné en quelques phrases à chaque fois. Donc je trouve ça hyper complet, je trouve ça hyper intelligent, surtout pour un roman qui traite d'un groupe de rock. Donc on va suivre Daisy Jones et de l'autre côté on va suivre les Six, un groupe de rock. Donc Daisy Jones est une jeune femme qui vit dans une famille qui s'en fout un petit peu d'elle, ses parents ne la calculent pas, du coup bah, elle décide de faire le mur, de se droguer, de se bourrer la gueule tout le temps, d'avoir des mauvaises fréquentations et elle va se rendre compte à un moment donné qu'elle a envie d'écrire ses propres textes, de chanter, elle a une belle voix, elle arrive à transmettre de l'émotion et donc elle va commencer à ouvrir sa petite carrière comme ça, mais elle a toujours des très mauvaises fréquentations qui ne veulent pas forcément de son bien et qui l'utilisent beaucoup. De l'autre côté, on a la création du groupe de The Six qui part de deux frères, Billy et Graham, je crois. Je crois que c'est ça, qui greffent plusieurs autres personnes. Et donc on a vraiment toute la création de ce groupe, même de comment ils ont trouvé le nom, comment ils se sont trouvés les uns les autres, comment ils ont commencé et tout. Et donc The Six commence à avoir une belle notoriété grâce à plusieurs choses. Le leader c'est Billy. Billy c'est un gros alcoolique qui va vivre pas mal de choses dans sa vie. Il va rencontrer la femme de sa vie et il va devoir être mis face à beaucoup de choses devant sa face. En fait on va lui dire c'est comme ça ou c'est comme ça et tu n'as pas le choix, il va falloir que tu te reprennes en main. Et du coup voilà, on va voir ces deux histoires l'une à côté de l'autre en parallèle et on va avoir la rencontre de Daisy Jones et des Six et c'est là que la magie opère et pour leur groupe et pour leur évolution musicale et pour les idées des uns et des autres, puisqu'on a enfin une jeune femme qui tient tête à Billy, qui veut mettre ses idées, qui est pas forcément une recommandation puisqu'elle continue à se droguer, elle continue à boire, elle est assez dans le sexe, drogue et rock'n'roll, hein, on est vraiment là-dedans et voilà, j'ai trouvé ça hyper ingénieux, hyper sympa, voilà, il faut vraiment se remettre dans les années 70 où bah aux États-Unis c'était ça, c'est Woodstock, c'est ce genre de choses qu'on voit et qu'on a, et je trouve que les différents personnages sont tous hyper différents, amènent tous leur petit grain de folie, leur petit grain de... en plus, et ça donne un groupe et un tout hyper homogène. Donc il y a des catastrophes qui sont là-dedans, il y a des moments heureux, des moments hyper tristes, des moments encore plus tristes et beaucoup de moments de chansons. Et c'est très visuel, c'est déjà un roman que je trouvais très visuel et il me tarde de lire la suite, enfin pas du tout, pas de lire la suite, mais de voir la série qui me fait très envie. En plus il y a Sam Claflin, bref, il y a
le maître de Hunger Games, donc autant vous dire que j'ai encore plus envie de le lire. Mais voilà, il y a quand même des trigger warnings sur le sexe, drogue et rock'n'roll, comme je vous dis, mais vraiment le sexe, drogue et rock'n'roll, c'est un parfait résumé de ce qui se passe ici. On va les suivre en tournée, on va les suivre en train d'enregistrer leur album, voilà, on va les suivre sur pas mal de temps, sur leur dissolution, sur où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, sur le avant, après, pendant. Et c'est un très bon roman et j'ai très hâte de découvrir d'autres romans d'elle, puisque bah, elle n'a pas peur de dire les choses et de dire comment ça se passe et de montrer les dessous de la jeunesse dorée des années 70. Donc voilà pour celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Alors je suis dégoûtée puisque je viens de faire tomber, enfin j'ai fait tomber en voulant prendre mon roman, donc il a pris un peu cher, la jaquette est un petit peu abîmée. Donc on va lui faire du bien. Mais le roman que j'attendais le plus ce mois-ci, si je vous montre ça, vous allez comprendre. Il s'agit donc de Crescent City, le tome 3. Donc là, c'est en anglais House of Flame and Shadow. Donc c'est la maison de la flamme et des ombres de Sarah J. Maas. Donc le 3e et normalement dernier tome de cette trilogie. Mais comme je vous le disais avant, Sarah J. Maas a prévu un tome 4, donc voilà, je vous avoue que après l'avoir fini, je ne sais pas trop sur quoi, même s'il y a quelques petites pistes sur lesquelles je peux voir où va aller le tome 4, mais moi cette fin me convenait bien et je pense qu'elle convient bien à d'autres personnes, ça peut être complètement une conclusion. Dans cette histoire, je vous fais un rapide résumé puisque là on est dans le tome 3, on va suivre Bryce qui va perdre sa meilleure amie et tout le clan de loups de sa meilleure amie qui vont être assassinés. Elle est persuadée que c'est une certaine personne, sauf que cette personne va être emprisonnée et que 2 ans plus tard il y a des meurtres du même style. Et donc elle va être amenée à mener l'enquête avec un ange déchu, je crois qu'il est, qui est Hunt. Et donc voilà, il va y avoir pas mal d'histoires autour de ça et d'enquêtes autour de ça. On est sur une fantasy contemporaine, voilà, c'est pas de l'urban fantasy, c'est vraiment un monde complètement imaginé mais qui reprend des codes de nous. Ils ont des téléphones portables, ils ont internet, ils vont en boîte, enfin bref, c'est des choses comme ça. Il faut savoir que pour lire le tome 2, en tout cas, non pas forcément, mais pour lire ce 3e tome, il faut vraiment lire le tome 4 de la saga de ACOTAR. Moi pour ma part je ne l'ai pas lu et ça m'a pas dérangé parce que j'ai compris, on comprend, mais ça va spoiler certaines choses de la saga d'ACOTAR. Donc il y a vraiment un multiverse crossover sur cette saga. Apparemment il y a quelques petits trucs aussi sur Throne of Glass, j'ai entreaperçu quelques trucs, mais franchement de là à dire qu'il faut absolument lire Throne of Glass pour pouvoir lire celui-ci, je ne suis pas d'accord. Peut-être sur le tome 4 ils vont refaire un crossover, mais pour ACOTAR je suis assez d'accord, même si vous allez comprendre sans l'avoir lu. Ce roman est une grosse briquette, hein, vraiment. On a une grosse partie justement avec ce crossover de ACOTAR, Crescent City, même si je trouve que la première partie, vu la fin du tome 2, j'avais hâte de commencer ce tome 3. Et je vous avoue que la première partie m'a un petit peu déçue parce que je trouvais que c'était un peu trop... je voyais pas trop la valeur vraiment ajoutée, même si on apprend des choses sur l'univers de Crescent City, sur comment résoudre le mal et combattre le mal, mais je trouvais que c'était pas assez exploité. J'avais envie de voir un peu plus les personnages, d'avoir un peu plus d'interaction entre eux, et là on voit Nesta, on voit Azriel je crois, mais c'est les seuls qu'on voit vraiment, et voilà, ça m'a vraiment manqué, il me manquait pas mal de petits trucs et j'étais assez frustrée. Donc là on suit encore une fois pas mal de personnages puisqu'on suit Bryce, on suit Hunt, on suit Run, on suit vraiment différents personnages, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui nous hérissent, il y a des chapitres qui nous mettent de la fumée dans tous les sens, il y a pas
pas trop, en vrai il n'y a pas trop de smut dans ce roman là, il y en a beaucoup qui l'ont un peu reproché que voilà, il n'y avait pas trop d'histoires de fesses et que certains personnages deviennent un peu mous du genou quoi, dès qu'ils deviennent amoureux, mais moi j'ai beaucoup aimé ce tome, je trouvais que Sarah J. Maas nous faisait exploser le cerveau à chaque chapitre, même s'il y en a des un peu plus longs que d'autres, ça se lit assez rapidement, bon je l'ai lu en 2 semaines mais j'ai pas lu que celui-là. Et en fait j'étais trop contente de le lire avec toutes les personnes avec qui je l'ai lu et de pouvoir en faire un débrief à chaque fois et franchement voilà, ça a été une très très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur mais Crescent City pour moi c'est la meilleure saga que Sarah J. Maas ait faite, même si dans le tome 1 c'est très vulgaire, trop too much, parce qu'elle s'est dit allez je vais faire vraiment de l'adulte, je vais me lâcher, je vais mettre des insultes à chaque bout de phrase etc. Là c'est elle s'est rendue compte que c'était pas nécessaire et j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'intrigue et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des crossovers justement et que un univers en emmène un autre, qui s'aident les uns et les autres. Dans celui-ci, il y a une petite introduction sur le tome 5 de ACOTAR, qui est le prochain de Sarah J. Maas qui est censé sortir, puisqu'ils ont dit qu'elle sortait le tome 5 d'ACOTAR avant le tome 4 de Crescent City. Et du coup ça m'a vraiment donné envie de reprendre la saga d'ACOTAR que j'avais abandonnée mais que je vais reprendre puisque voilà, ce que je reprochais à Sarah J. Maas moi c'était que tous les en tout cas dans Throne of Glass ça a été ça et dans le début d'ACOTAR ça a été ça aussi, c'est que les premières moitiés de romans de Sarah J. Maas il ne se passe rien, c'est hyper lent, c'est hyper contemplatif. Bon je vais accélérer un petit peu, je suis désolée. Le facteur a sonné. Donc ce que je disais c'est que ce que je reprochais un peu à Sarah J. Maas dans ses autres sagas, c'est que les débuts étaient hyper lents pour que toute l'action se passe sur la dernière moitié et un peu trop rapidement. Et du coup je trouvais qu'il y avait un problème de rythme. Ici je trouve pas trop, ça me choque pas forcément, mais du coup voilà, ça me donne envie de reprendre ces autres univers, donc de reprendre surtout ACOTAR puisque Throne of Glass je l'ai terminé. Pour faire une petite transition, j'ai lu un thriller, j'ai lu Profanation de Jussi Adler-Olsen, donc le tome 2 de la saga du département V. Le département V c'est un département, donc déjà c'est un thriller qui se passe au Danemark. C'est un département qui est spécialisé dans les cold cases, qui a été ouvert suite à... En fait ce qui se passe dans le premier tome c'est que Karl Mørck subit une attaque lors d'une action policière et donc il va perdre un de ses collègues qui va décéder, l'autre est complètement paralysé dans un lit d'hôpital et lui c'est presque le plus survivant même s'il doit rester avec tous ses problèmes psychologiques et toutes ses démons, toutes ses culpabilités et donc ils le mettent un petit peu au placard et il développe le département V. Il lui donne un assistant qui est syrien, qui a d'ailleurs le nom de la famille Al-Assad, c'est pas Bachir Al-Assad, c'est l'autre, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus. Et donc dans celui-ci, il va avoir sur le haut de sa pile d'enquêtes non résolues, justement une enquête qui a été résolue sur le meurtre de 2 jeunes personnes. En fait ils ont déjà trouvé le coupable mais bizarrement ce dossier a atterri sur son bureau. Il y a bien des raisons, surtout qu'il a disparu des différents postes de police qui ont enquêté sur cette histoire justement et on se rend vite compte que la personne qui est en prison n'est pas forcément le seul responsable, n'est pas forcément le responsable et en fait il s'agit d'un groupe de jeunes élitistes, de jeunes enfants de Bourges on va dire, qui étaient dans la même école, dans la même université et tout et en fait ces 2 personnes sont décédés et on se dit que peut-être ces jeunes bourges ne sont pas forcément complètement innocents et on fait en sorte que une autre personne aille en prison à leur place. Et donc voilà, ce qu'on sait d'avance, c'est on sait déjà qui a fait les choses, mais il va falloir qu'on le prouve maintenant. Donc on a le point de vue de Karl Mørck, qui
qui va enquêter sur cette histoire. On va avoir le point de vue d'une jeune femme aussi qui est assez recherchée, qui a disparu pendant un moment et qui est recherchée par justement les jeunes personnes qui seraient impliquées. Et donc on suit ces jeunes personnes qui ont vieilli puisqu'il s'est passé 20 ans entre les meurtres et maintenant. Et donc ils sont assez haut placés. Il y en a un qui est chef en chirurgie, d'autres qui ont leur entreprise. Enfin, bref, c'est vraiment encore des enfants de Bourges. C'est devenu des Bourges. Et ils ont des pratiques et des attractions et du divertissement assez particuliers, on va pas se le cacher. Et en fait j'avais adoré le tome 1 puisque on suivait encore une fois un cold case qui était mais qui avait de la tension. En fait moi ce que j'adore à un moment donné c'est dans les thrillers, c'est d'être en apnée parce que on ne sait pas si les personnes vont arriver à temps, si il va y avoir, voilà, il y a des courses contre la montre et tout, et ça j'adore dans les thrillers. Dans les cold cases, je me dis mais jamais de la vie il va y avoir ces genres de choses. Dans le premier il y en a eu et j'avais adoré, j'étais vraiment en apnée sur les dernières pages. Et celui-ci, encore une fois, il y a une course contre la montre à un moment donné et je suis trop fan. Franchement j'aime trop. C'est un roman, un thriller nordique qui n'est pas lent du tout, qui a énormément d'action. Alors là, le fait qu'on sache d'avance qui a fait les choses et qu'on ait d'abord le dénouement qui est un peu moins de suspense, ça m'a un petit peu gênée, c'était pas ce que je préfère, mais j'ai passé quand même un beau moment. Je l'ai un petit peu moins aimé que le premier tome, mais du coup j'ai très hâte de lire la suite. J'ai adoré être dans la tête des vrais coupables qui essayent de se dédouaner, qui essayent de faire tout en sorte pour pas qu'ils soient inculpés. J'ai beaucoup aimé être à la place de cette jeune femme aussi qui a disparu, de savoir le lien qu'ils ont entre eux, et aussi d'avoir le point de vue de Karl et de son assistant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a un fil conducteur sur leurs histoires à eux, et à Karl et à son assistant. Et d'ailleurs son assistant est très énigmatique. J'ai très envie de savoir plus sur lui et de connaître son histoire. Mais voilà, j'ai adoré ce roman. J'ai très peur des romans nordiques parce que j'ai très peur que ça soit toujours lent. Mais si vous voulez un roman nordique qui ne soit pas lent, Jussi Adler-Olsen, c'est parfait. J'ai lu ensuite un roman des éditions de Hurlevent. J'ai lu Les éclats de la fratrie au pic de Mélissa Restou, qui est assez court, il fait 440 pages. Bon, un petit peu moins, 420, 430, bref. Dans cette histoire, on va suivre une fratrie, comme son nom l'indique, donc une sœur et deux frères. Donc on va suivre Madeleine, Marceau et Maximilien. On va les suivre d'abord avant-guerre en étant jeunes, on va voir comment ils évoluent, et on va les suivre pendant la Première Guerre mondiale. Ces trois jeunes vivent tout seuls avec leur père, donc il faut vraiment se remettre, on est en France dans la bourgeoisie des années 10, vraiment. Donc leur mère est morte d'une maladie, je crois. Et ils vont devoir vivre avec un père assez strict. Donc Maximilien est le plus grand, c'est celui qui a le plus connu sa mère, et il est le fils aîné, donc il a toutes les responsabilités d'un aîné, et il va devoir se plier aux règles. Il n'a pas le droit de fréquenter qui il veut alors qu'il rencontre une jeune femme qui n'est pas issue de la bourgeoisie. Il fait des études de médecine pour plaire à son père alors que lui il adore lire, il adore ce côté-là, même la peinture je pense et tout. Donc voilà, on va suivre Madeleine qui est la femme de la maison qui va devoir se plier à ça, qui va devoir épouser le bon homme, qui va devoir tenir une maison, ne pas travailler, ne pas avoir d'ambition ni rien. Et on va suivre le petit dernier qui est Marceau. Marceau est un personnage assez atypique et la mère étant vivante l'a toujours dit. Mon fils sera un personnage atypique et c'est un petit garçon qui aime bien se déguiser, qui aime bien le théâtre, qui ne file pas forcément droit vers où son père veut l'amener. Je crois que son père veut qu'il fasse du droit et tout alors que lui il ne rêve que de théâtre, de costumes, de scènes, etc. Et donc il va y avoir une cassure à un moment donné, au fil des années, ils vont
petit à petit se séparer, cette fratrie, et on va les suivre donc en 1915. Ouais, en 1915, le père est décédé, Maximilien est sur le front de guerre en tant que médecin dans les tranchées. Madeleine a épousé un homme qu'elle aime bien, mais sans plus, et doit tenir à sa maison, doit être respectable pour son époux et pour sa famille. Ils abritent la copine et la fiancée de Maximilien, qui est toujours pas de bonne famille, mais bon, voilà, pour Maximilien, ils veulent bien le faire, même si ce serait bien qu'il arrête ce genre de relation. Et par contre, ils n'ont plus de nouvelles de Marceau, qui du jour au lendemain, suite à une dispute, est parti de la maison et ne veut plus en entendre parler. Et on va suivre Marceau justement sur les planches du théâtre où il va être un peu un homme de l'ombre jusqu'à ce qu'une des comédiennes se blesse et qu'il puisse être sur le devant de la scène. La première partie, l'avant-guerre, j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai lu 150 pages en 1 heure, 1 heure et demie, alors que j'avais la petite à côté, le soir même, on partait aux urgences, etc. Mais je n'arrivais pas à le lâcher, je le bouffais, je l'enchaînais. La deuxième partie était un peu plus lente. En fait, j'ai beaucoup aimé voir ces personnages évoluer. Et voir comment ils étaient les uns avec les autres, les voir gamins, les voir s'affirmer petit à petit tout en restant dans les clous. C'est vrai que la deuxième partie, je l'ai trouvée un peu plus lente, un peu plus dans l'affrontement, dans chacun fait sa vie de son côté aussi, même s'il y a des histoires, hein. Franchement, il y a des histoires des fois, même si on les sent arriver, il y a des histoires, t'as envie d'en frapper quelques-uns. Et ouais, j'ai trouvé la deuxième partie un peu plus lente, un peu moins intéressante pour moi. Mais le contexte de la guerre est hyper intéressant. On est vraiment sur les fronts avec Maximilien, le médecin. Et on voit aussi la partie de je suis sur le côté et je vis ma vie presque comme si de rien n'était. Et justement, cette dissonance-là, je l'ai trouvée très très intéressante. Et j'ai plutôt vraiment bien aimé ce roman. C'est pas un coup de cœur, mais j'aimais bien pouvoir le lire quelques chapitres par-ci par-là. Je le lisais surtout le soir, donc j'étais assez fatiguée et donc j'ai pas pu l'avancer comme je le voulais, mais c'est encore un deuxième roman que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai pas eu le coup de cœur de Descendre sur tes mains de Nora Lake. J'ai beaucoup aimé cette tranche de vie, ces personnages, ils sont tous différents, mais du coup ils s'apportent tellement plus tous ensemble, ils évoluent d'une certaine façon, ils s'acceptent et ils se déchirent d'une autre façon, et je trouve que ça a été hyper bien fait. C'était un des romans qui me tentait le plus et je suis très contente d'avoir sauté le pas. Et voilà, j'aime beaucoup ces personnages et voilà, il y en a certains que j'avais envie de frapper. Même Madeleine, des fois, j'avais envie de lui dire, mais réfléchis. Mais en fait, quand on se met vraiment dans la tête dans les années 10, pendant la Première Guerre mondiale, c'est la femme de maison, il y a des codes qui étaient respectés, il fallait pas aller outre. En fait, ouais, elle a tout bon là-dessus et je trouve que c'est hyper bien fait. Donc, je vous recommande vraiment les romans de cette maison d'édition. Ils ne font que me conquérir les uns après les autres. Une autre grosse sortie de la romantessie ce mois-ci, j'ai lu du coup Fourth Wing de Rebecca Yarros. Dans cette histoire, on suit Violette, qui est la fille de la commandante, de la générale. Et Violette, elle a un frère et une sœur. Son frère, et en fait ils viennent tous des cavaliers. Donc les cavaliers, c'est ceux qui vont dans l'école de guerre un petit peu et qui se battent pour leur patrie. Sauf que son frère est décédé suite à une intervention. Sa sœur est une grande cavalière malgré son jeune âge, et donc sa mère est une grande générale et une figure très importante dans l'armée de ce monde-là. Et Violette, elle a toujours voulu être scribe, elle est bien dans son coin, elle aime bien lire, elle aime bien écrire, etc. Et en fait, elle va être forcée à conquérir chez les cavaliers
Sauf qu'elle n'a pas la carrure, elle n'a pas les connaissances, enfin si elle a les connaissances mais elle n'a pas la carrure, et que à peu près 15% seulement survivent aux 3 ans, même à déjà la première année, mais déjà la première épreuve pour ça. Donc vraiment, pour pouvoir rentrer dans les cavaliers, il faut tester ton endurance et ta motivation et ton mental, c'est-à-dire que tu passes un parapet ou hyper glissant, où en fait la seule issue c'est soit tu y arrives, si tu n'y arrives pas, tu meurs. Et en fait, pour plein d'épreuves, c'est ça. Et dans cet univers, du coup, les cavaliers finissent par se lier avec un dragon. Et ils développent leur pouvoir à travers les dragons. Vraiment, les dragons, ça fait un tout. Ils sont hyper connectés et ils se développent les pouvoirs l'un l'autre. Ils se combattent, enfin, ils combattent ensemble, main dans la main. Et donc, dans cet univers, il y a le camp de base avec le pays de base, et il y a quelques années il y avait une rébellion. La mère de Violette a tué pas mal de chefs de la rébellion, dont un chef de la rébellion qui se trouve que son fils fait partie des cavaliers, donc lui il est en 3e année mais se retrouve être chef de Violette, un des chefs de Violette, et on lui propose on lui conseille de l'éviter au maximum, et elle, ce qu'elle fait tout sauf l'éviter. Bref, elle le croise à chaque coin de rue, et il se passe certaines choses dans ce roman qui fait qu'elle va ne plus pouvoir l'éviter bien longtemps. Et voilà, et de l'autre côté, elle a un meilleur ami qu'elle retrouve, qui est un peu trop surprotecteur. Vraiment, au départ on a envie de l'aimer, et puis finalement on se dit mec, t'es un peu too much. Et donc voilà un peu pour le pitch de base. J'ai adoré, franchement j'aime trop. Alors ça révolutionne la romantasy sans vraiment la révolutionner. C'est un Enemies to Lovers qui est vu des milliers de fois, où on sent pas mal de choses arriver et tout, mais il y a certains trucs pour lesquels tu te dis, Rebecca Yarros, elle a pas blagué quoi, elle fait pas les choses à moitié. Donc on est un peu dans un Hunger Games, puisque comme je vous disais, les seules issues, tu peux pas renoncer, c'est la mort ou tu continues. Donc il y a quand même pas mal de morts, elle joue un peu avec nos sentiments, mais sinon c'était hyper sympa. Les protagonistes sont tous hyper intéressants, même si certains sont pas assez développés, et j'espère que dans la partie 2, enfin dans le tome 2, ils seront un peu plus développés pour qu'on s'attache un peu plus aux personnages secondaires. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ce tome-là. J'aime beaucoup du coup les personnages. Violette, même si je trouve que elle fait pas partie des personnages trop forcément badass de l'histoire, puisque elle est beaucoup aidée quand même. Elle a de la chance d'être très bien entourée, et même s'il y a beaucoup de choses pour lesquelles elle fait par elle-même, je trouve qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on sauve un peu ses fesses sans que ce soit elle qui le fasse, mais c'est assez brouillon à mon avis, je trouve. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé la tension qu'il y avait entre les personnages pour déclencher la romance. La fin, même si je m'en doutais, j'étais quand même hyper surprise, et ça m'a donné trop envie d'avoir le tome 2, et j'ai très hâte d'avoir le tome 2, et voilà, j'ai adoré le fait qu'il y ait des dragons, la relation que chaque cavalier a avec son dragon, et de voir la beauté des dragons et les différents dragons qu'il pouvait y avoir et tout. Il y en a certains qu'on a envie de claquer, il y en a certains qu'on a envie d'aimer, il y en a certains qu'on a envie de tuer, et je trouve, franchement, je trouve que c'est un très très bon roman. Je trouve que je comprends complètement la hype qu'il y a sur Fourth Wing. Voilà, c'est de la romantasy, donc forcément il y a des clichés, il y a des critères de base qu'on va retrouver qui sont prévisibles et tout. Mais moi ça l'a fait, j'ai passé un très bon moment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont passé un très bon moment, qui lisent pas forcément aussi de la romantasy et qui ont adoré. Et voilà, c'est cliché sans l'être trop non plus. Il y a des fois on lève un peu les yeux au ciel, mais franchement j'adore, et j'ai hâte d'avoir la suite. Et du coup je l'avais lu en numérique, mais je me le suis acheté parce que je l'ai adoré. Il me reste 2 romans, donc je me dépêche, puisque encore une fois
C'est hyper long, j'ai lu en lecture commune avec Sandra Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. On va suivre une double temporalité avec De nos jours, De nos jours c'est 2007 je crois, 2007 ou 2008, De nos jours du coup Reba qui est une jeune journaliste qui va atterrir dans une boulangerie allemande. Elle est aux États-Unis, elle va atterrir dans une boulangerie allemande pour parler un peu des coutumes de l'Allemagne lors de Noël, et plus principalement aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc Elsie, la boulangère, elle va raconter son histoire puisque Elsie vient de l'Allemagne et pendant la guerre a protégé un petit enfant juif, elle l'a caché. Et donc elle va raconter un peu toute son histoire. On va avoir des avant-après assez nombreux et ce roman est bouleversant, vraiment. J'en avais entendu que du bien et je peux vous confirmer qu'il est vraiment bouleversant. On se situe vraiment du côté allemand pour la Seconde Guerre mondiale, donc avec une famille très croyante sur les idéaux de Hitler. On a des échanges de lettres qui font bondir. On a un personnage qui fait partie du programme de Lebensborn. Et ouais, il est révoltant, franchement. On a envie de frapper les gens, mais en même temps, c'est ce qu'on se disait avec Sandra, c'est que si on se met à leur place et qu'on leur a dit que c'était comme ça et que t'as toujours vécu avec ces idées dans le crâne, bah tu peux ne que te dire que c'est normal et que c'est la route à suivre. Et en fait Elsie, elle n'est pas forcément d'accord avec ça et elle fait sa petite révolution de son côté et elle est hyper touchante parce qu'elle est hyper jeune à ce moment là. Elle est censée se fiancer avec un commandant nazi, enfin un lieutenant nazi, bref, un soldat nazi. Et voilà, sa sœur lui manque puisque elle est partie justement enfanter au Lebensborn. Elle rencontre un petit jeune juif pour lequel tous les nazis sont là, de toute façon c'est un enfant juif, donc qu'est-ce qu'il fait encore sur Terre, il va vite partir dans son camp et puis on en a rien à foutre de ce qui se passe. Et ouais, franchement, c'est hyper bouleversant. Même maintenant, en fait, l'histoire de Reba, je pensais qu'elle était un peu plus en surface et en fait, on va traiter de vrais sujets aussi sur sa vie. Elle va se construire grâce à cette Elsie et à la fille d'Elsie d'ailleurs. Et ouais, c'est un très très bon roman sur la Seconde Guerre mondiale, un roman très touchant. On va le suivre sur plusieurs années, plusieurs décennies même, et je trouve ça hyper bien. On va voir aussi la libération par les Américains, comment les Américains étaient accueillis en Allemagne, bref, tout ce qui va se passer. Et il fait un tabac, on parle beaucoup de ce roman pour un roman de Seconde Guerre mondiale, et je comprends vraiment pourquoi. J'ai passé un très bon moment, même si j'ai eu très mal au cœur et j'ai été très révoltée par beaucoup de moments, j'avais des larmes aux yeux et c'est un roman comme ça qu'il faut pour parler de la Seconde Guerre mondiale, et je trouve ça bien qu'elle ait parlé du Lebensborn là-dedans. Je vais jamais pouvoir terminer cette vidéo, ça clignote à fond. Le dernier roman que j'ai lu, il s'agit de la trilogie du mal de Maxime Chatham, non, de l'âme du mal, et on va suivre en gros un inspecteur qui est un peu profiler, qui va sauver une jeune femme d'un bourreau, du bourreau de Portland. Il va lui tirer dans le crâne et un an après, ils vont se rendre compte qu'il y a toujours des meurtres autour qui utilisent les mêmes procédés et tout, et ce qui est bizarre c'est qu'on retrouve même l'ADN de la personne qui est morte un an auparavant sur les scènes de crime ou quoi. Et donc ça va être toute cette histoire dessus. Alors moi Maxime Chatham j'aimais bien, surtout en audio, parce que les audios étaient hyper immersifs, il y avait des bruitages, il y avait plusieurs narrateurs et tout. Dans celui-ci c'est pas du tout le cas, et du coup j'ai été un petit peu déçue. Maintenant que j'ai lu pas mal d'auteurs de thrillers, je suis un petit peu déçue par Maxime Chatham, même si c'est un thriller assez sombre, un thriller qui est hyper addictif, où on a envie de savoir ce qui se passe. On est tantôt dans le crâne de Joshua, tantôt dans le crâne de la jeune femme qui l'a sauvée justement, puisque du coup elle va avoir un rôle important dans l'enquête
dans la deuxième partie de l'enquête. Et du coup voilà, j'ai pas spécialement aimé. Je trouve pas que ça soit hyper innovateur. Après c'est un thriller qui date quand même de 2007, un truc comme ça, je sais plus exactement de quelle année c'est. Même plus, là il y a marqué 2001. Bref, des années 2000 en tout cas, donc je peux comprendre tous ces clichés et le fait que ce soit pas oufissime. Mais voilà, j'ai pas... En fait, les thrillers c'est hyper personnel, c'est le ressenti aussi, et j'ai manqué de ce petit ressenti là. Et du coup voilà, c'était une bonne enquête. Je pense que je lirai la suite parce que la trilogie du mal, ça fait énormément parler d'elle. Mais voilà, c'est pas une enquête que je kiffe à fond. Bref, voilà. Résumé assez succinct sur ça, mais je sais pas trop quoi vous dire de plus. Voilà, c'est sympa, mais sans plus. Bon, tant que ça coupe pas, je vais continuer un peu à en parler. C'est vrai que dans ce roman, on parle pas mal d'ésotérisme, de magie noire, d'occultisme, il y a des symboles qui sont gravés sur le front, bref. C'est quand même un gros pavé pour ce que c'est en fait. Je pense qu'il aurait réussi à faire ça en un peu moins de pages. Mais voilà, Maxime Chatham, ça fait quand même partie des grands noms du thriller et voilà, je suis très contente quand même de le découvrir. J'ai préféré le premier tome, même s'il est... Et en plus, il est beaucoup plus glauque, beaucoup plus sanglant, beaucoup plus démoniaque que celui-ci, j'ai trouvé. Après, je pense que l'audio fait beaucoup. Et voilà, mais l'enquête en elle-même, elle est plausible, elle est pas surfaite, je comprends les différents éléments, l'engrenage et tout, mais je pense que c'est vraiment personnel où il m'a manqué des petits trucs, mais je pense vraiment que l'audio fait beaucoup. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, à me dire ce que vous avez lu sur ce mois de février. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!